bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous L'air du temps en compagnie de Jean-Pierre Gégère, le patron de la semaine est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. On attend Denis Berche, le rédacteur en chef de l'Essentiel qui est sur la route et qui devrait arriver, mais ça c'est déjà de la 31 et comme invité aujourd'hui Laurent Wauquiez est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le député maire du Puy-en-Velay. Là vous êtes en Lorraine pour quelques heures. Je ne suis pas sur la 31 moi. Oui mais vous la connaissez bien. Sur les chemins de Saint-Jacques. Mais je la connais bien. Pas mal. Et sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On démarre comme ça tout de suite alors. D'accord, on va y aller tout de suite. Juste un mot, votre présence quelques heures en Lorraine, c'était pour ? D'abord, ce n'est pas quelques heures. C'est une région que j'aime beaucoup. J'ai des liens forts avec un certain nombre de députés de Lorraine que j'apprécie énormément, notamment Anne Gromersch, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé pour les liens avec le Luxembourg, quand j'étais aux affaires européennes. Et là, c'est dans le cadre de la campagne pour l'UMP, où donc nos militants sont amenés à voter, choisir qui sera leur président, entre Jean-François Copé et François Fillon. Et vous roulez pour ? Et je roule très clairement pour François Fillon. C'est mon choix. Et dans les réunions avec les militants, vous sentez qu'il y a encore une part d'indécision des troupes de l'UMP, ou est-ce que chacun a son opinion et qu'on continue à faire une campagne un peu pour la forme ? D'abord, c'est vraiment quelque chose de très neuf. Si vous comparez d'ailleurs avec le processus, le Parti socialiste, eux, ils ont choisi leur premier secrétaire au fond d'un bureau avec 3 apparatchiks. Nous, on demande démocratiquement l'avis aux 250 000 militants qui vont voter, choisir eux-mêmes qui va être leur porte-étendard et leur porte-drapeau. Donc c'est neuf. Ce que je sens très clairement, c'est qu'il y a une dynamique autour de François Fillon, qui est une dynamique d'abord dans les élus qui le soutiennent, qui est une dynamique aussi dans les militants qui viennent et qui s'intéressent à ce qu'il propose, notamment sa capacité à rassembler. Et puis je sens aussi une dynamique, ce qui est important pour nous, de la part des Français, puisque quand même on sort d'une défaite, donc les Français nous ont sanctionnés. Ouais. L'image de l'UMP est en train de se reconstruire, vous pensez ? Je crois qu'en tout cas, il faut qu'on la reconstruise. Et si je fais précisément confiance à François Fillon, c'est parce qu'il me semble que dans une période de crise, une période difficile où les Français se disent comment on va sauver notre pouvoir d'achat, comment on garde nos emplois, comment on protège les classes moyennes, comment on fait la différence entre le social et l'assistanat. François Fillon est quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui offre un chemin, qui dit voilà, le chemin, c'est baisser nos charges, faire des économies sur la dépense, restaurer la compétitivité, se remettre dans la course par rapport aux Allemands. Le nouveau gouvernement fait, mais en mieux alors. On reproche à Jean-Marc Ayrault et à l'équipe actuelle de faire du Sarkozy sans Sarko. Surtout, moi je vais être direct, ce que je leur reproche, c'est surtout de matraquer les classes moyennes à coups d'impôts, d'assommer nos entreprises et notamment nos petites entreprises à coups de charge, d'avancer à toute allure sur un certain nombre de sujets accessoires comme le droit de vote des étrangers ou la dépénalisation du cannabis ou le mariage homosexuel, et à l'inverse d'être d'une lenteur d'escargot sur des sujets majeurs comme la défense de nos entreprises et les emplois. Donc je vais être même encore plus abrupt, je trouve que ces braves gens gèrent la France la tête à l'envers. C'est-à-dire que la priorité est mise sur des sujets qui sont accessoires et sur l'essentiel on ne fait rien. Je vous présente d'ailleurs le rédacteur en chef de l'Essentiel. Transition habile. Je dois avouer que si on l'avait écrit, ça aurait été plus difficile. Bonsoir Denis, merci d'être avec nous. Ça va sur bien ? l'Essentiel, on ne fait rien. Je suis désolé. On a bien compris que la 31... Je connais bien la jonction avec le Luxembourg. Ouais, bah voilà, c'était... Ma sœur habitait et travaillait à Metz. Et donc, je connaissais bien les embûches pour rejoindre Luxembourg. Vous avez employé plusieurs fois l'adjectif neuf. Je voudrais d'ailleurs juste rebondir sur ce sujet, puisque ça encore, c'est des thèmes concrets. Quand j'étais ministre des Affaires européennes, on a lancé ce projet avec le Luxembourg, notamment de fluidifier le passage à la frontière, qui est quand même un des enjeux majeurs pour tous les Français qui travaillent et vont, comme vous, en aller-retour au Luxembourg. Normalement, sur les projets qu'on avait décidés, si le gouvernement garde la cadence, ça devait rentrer en vigueur entre 2013 et 2014. Quand vous dites fluidifier, c'était le passage à 3 voies. Exactement. C'est pas simplement enlever le poste frontière. Non, c'était pas juste la question de ôter le poste frontière, qui était déjà quelque chose, mais c'était la jonction 3 voies. Tout à l'heure, en vous écoutant, vous avez utilisé plusieurs fois l'adjectif neuf, très neuf, neuf. Alors par provoque, la droite sociale, c'est neuf aussi ? La droite sociale, c'est très neuf. Pourquoi est-ce que c'est très neuf ? Au fond, la droite sociale, elle part d'un certain nombre de constats. D'abord, notre famille politique ne peut pas se faire entendre que sur l'immigration. L'immigration, ça compte, c'est un sujet, mais ce n'est pas un mono-sujet. Ce qu'attendent les Français dans une période de crise, c'est comment est-ce que je sauve mon pouvoir d'achat, comment je garde mon emploi, comment est-ce qu'on arrive à préserver les entreprises chez nous. Donc le but de la droite sociale, c'est de faire entendre la voix de la droite sur ces thèmes-là. On part d'un constat, c'est qu'on s'est trop souvent laissé assommer par un politiquement correct de gauche.
où on n'assume pas de dire il faut défendre les classes moyennes. Il faut défendre celui qui va travailler parfois pour 1,2, 1,3 SMIC et qui perd toute une partie de son salaire en plein d'essence ou en amortissement de sa voiture. Ça assume aussi de dire le social, il en faut, mais il ne faut pas d'assistanat. D'où le thème qu'on avait lancé, qui était sur le RSA, de dire en contrepartie du RSA, il faut systématiquement 7 heures de travail d'intérêt général. Voilà les thèmes qu'on lance avec la droite sociale. Et j'y rajouterai un autre thème qui me tient à cœur, qui est celui du protectionnisme européen. Est-ce que vous ne regrettez pas que ces thèmes-là n'aient pas été plus présents dans la campagne de Nicolas Sarkozy ? Si, je le regrette. Je pense que c'est des thèmes qui sont fondamentaux et sur lesquels, au fond, la droite doit faire entendre sa pensée. On a des choses à dire. Dans notre pays, je ne sais pas pourquoi est-ce que parler de classe moyenne, c'est un tabou. Vous avez très peu de politiques qui parlent des classes moyennes. En Allemagne, c'est un sujet constant. En Belgique, c'est des sujets constants. Mais chez nous, non. Mais c'est peut-être parce que c'est la classe qui paye toujours et qui l'a pas trop, jusqu'à présent, entre guillemets, ramené. Donc on se disait, elle paye, elle est là pour payer, c'est la bonne classe qui paye bien. Pourquoi on s'occuperait de cette classe-là ? C'est très juste. Sauf que cette classe-là, on est en train de l'étrangler. Et ben voilà. Et que ce que sont en train de faire le gouvernement d'Hérault, ce que vous avez mentionné, les 10 milliards d'impôts supplémentaires, qui ne sont pas sur les plus riches, hein, c'est pas sur les 1 million d'euros par an, c'est sur le couple qui a 3 000, 3 500 euros en additionnant les revenus des deux. Eux, ils vont payer l'augmentation des cotisations retraite, l'augmentation d'impôts sur le revenu, l'augmentation de la redevance, l'augmentation de la taxe sur la bière. Sur la TVA, vous êtes plutôt d'accord ? Sur la TVA, juste quelques remarques sur ce débat d'actualité. D'abord, la première chose, que de temps perdu. C'est-à-dire qu'on avait mis en place le projet, le gouvernement Hérault, de supprimer, de baisser les charges, au fond, en compensant avec la TVA. Donc, le projet, c'est quoi ? C'est quand produire en France, c'est 30% plus cher que produire en Allemagne, bah, c'est simple, vos emplois, vous les perdez. Bon. Donc, le but, c'est de baisser les charges et de faire financer notre protection sociale par les produits indiens, chinois, américains, brésiliens. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont décidé d'arrêter cette réforme. Par pure idéologie. C'est-à-dire que comme ça venait du précédent gouvernement, c'était pas bon, donc on démantelait. Le résultat, c'est que 6 mois plus tard, ils ont un rapport qui est fait par des grands industriels français, gallois, qui leur dit, bah non, c'est ça qu'il faut faire. Si on veut garder les emplois, c'est ça qu'il faut faire. Donc ils reviennent 6 mois plus tard, en disant, bah d'accord, finalement, on va augmenter la TVA. Sauf que qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne le font pas maintenant, ils le font dans 1 an et demi. 2014. Et donc l'effet sur les entreprises, ça sera en fin 2013 pour la première Exactement. fois. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va continuer à perdre des emplois et perdre des entreprises pendant plus d'1 an. Et je vous le dis, sur ce plateau, ils prennent une lourde responsabilité. Parce qu'au rythme où vont les choses, on va passer le cap des 4 millions de chômeurs. Donc on n'est pas sur un sujet où on peut attendre. Hollande, Hérault, ils n'ont pas 1 an où ils peuvent dire « mais c'est pas grave, on va traiter le sujet dans 1 an ». C'est maintenant qu'il faut traiter. Si on veut arrêter l'hémorragie en termes d'emploi, c'est maintenant qu'il faut agir. Denis ? Oui, on a l'impression que pendant 5 ans, Sarkozy n'a pas non plus arrêté l'hémorragie. Parce que si on regarde bien la désindustrialisation de la France, elle est en route grosso modo depuis 10 ans. Il y avait des chiffres, on est passé en 10 ans de 18% d'emplois industriels à 13%, dans le même temps où l'Allemagne restait stable à 23%. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive maintenant parce que les socialistes sont au pouvoir, c'est quelque chose qui est là depuis 10, 15 ans parce qu'on n'a pas réfléchi suffisamment, tout parti, droite et gauche confondus, à ce que devait être l'avenir industriel de la France. C'est très juste. 2, le rapport de Louis Gallois date très précisément le départ de cette désindustrialisation, il y a 15 ans. C'est-à-dire quoi ? Les 35 heures. Et donc c'est très clair quand vous lisez le rapport, le point de départ de la désindustrialisation de la France, c'est la mise en place des 35 heures. Mais alors là, moi j'ai une question toute simple. Vous étiez au pouvoir pendant 5 ans, vous êtes contre les 35 heures, pourquoi ne pas avoir abrogé les 35 heures ? Vous voulez abroger, la droite veut abroger le mariage homosexuel s'il est mis en place, elle n'a pas été capable d'abroger les 35 heures alors qu'elle était contre, alors que son électorat était pour et que les patrons étaient pour. Pourquoi ne pas l'avoir fait ? Pourquoi ne pas être revenu en arrière ? D'abord, d'une certaine manière, on l'a fait. Les heures supplémentaires, c'est quoi ? C'est précisément permettre aux gens de travailler plus que 35 heures et en avoir une rémunération qui soit incitative. Sauf que notre raisonnement, c'était l'abrogation des 35 heures dans une période qui n'était pas une période de crise. On était juste avant la période de crise. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est pour sortir des 35 heures, il vaut mieux en sortir par le haut, en permettant aux Français d'avoir des heures supplémentaires, du travail en plus. Donc collectivement, la France travaillera plus et ça permettra aux salariés de toucher du supplément de revenus. Là, ce que je reproche, c'est que ce que fait Hérault Hollande en faisant sauter les heures supplémentaires, c'est que non seulement il revient aux 35 heures, mais en plus il pénalise et les entreprises et les salariés.
Et souvent, c'est celui qui paye, hein, c'est pas le gros cadre d'entreprise. Celui qui paye l'addition, c'est le salarié modeste. Celui qui, précisément, grâce à son salaire, arrivait à sortir quoi à la fin de chaque mois 90, 100 euros de revenus supplémentaires par le biais des heures sup. Donc, la double erreur qui est faite par Roland Desros, c'est de revenir au carcan des 35 heures, ce qui est une erreur économique, et en même temps, c'est une erreur en termes de pouvoir d'achat, parce qu'il a tiré la prise des heures supplémentaires. Alors, on cherche de l'argent partout. Est-ce que vous, comme plus des 2/3 des Français, vous estimez qu'il y a trop d'échelons politiques et administratifs en France ? Je suis maire du Puy-en-Velay. J'arrive comme maire, j'en profite d'ailleurs donc pour faire la publicité pour les Lorrains. Venez visiter le Qu'est-ce qu'il y a au Puy-en-Velay ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous plaisantez, vous Non, n'êtes mais jamais allé au Puy-en-Velay ? non, je suis là pour que vous fassiez votre pub. Dites-moi pourquoi je viendrais au Le Puy-en-Velay. Puy-en-Velay, Comme c'est un Rio. site admirable. C'est comme Rio. C'est comme Rio. Exactement. C'est comme Rio. Voilà. Ah ouais, C'est d'accord. le Saint-Michel des terres. Voilà. D'accord. C'est pareil que le Mont Saint-Michel, sauf que c'est à l'intérieur des terres. C'est construit sur un site volcanique superbe. Pas de marche des zombies, je crois. Pas de marche des zombies. D'accord. Vous avez une superbe cathédrale, magnifique, romane, superbe, et on est sur le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est Donc très si beau. vous voulez vous ressourcer l'esprit, Oui. vous allez au Puy-en-Velay, vous mangez un peu de lentilles du Puy, et ensuite vous partez sur le chemin. Je le note. Vous pouvez rajouter un peu de Moselswein si vous avez envie pour aller avec la lentille, et comme ça tout est très bien. Alors maintenant pour revenir à des choses aux échelons, sérieuses. là, oui, est-ce Mais qu'il n'y a c'est pas trop sérieux. Pourquoi il y a trop d'échelons ? Oui. J'arrive à la tête de ma mairie. Elle est en faillite. Donc je suis dans une mairie qui a été gérée par une municipalité précédente. Quand vous commencez comme ça veut dire qu'il y avait la gauche au pouvoir avant. Je ne l'ai pas dit. Non, mais sinon on vous voit tous venir depuis quelque temps. Moi, j'ai rien dit. Non, mais nous, on les sent bien, ces choses-là. Ouais, mais je ne l'aurais pas ajouté. Je vous le dis, moi, parce que c'est... Bon. Donc en tout vous cas, avez- c'était une mairie qui n'avait plus de capacité d'investissement. Et je me dis, il y a d'un côté la mairie et de l'autre côté la communauté d'agglomération. Il n'y a pas moyen d'être un peu plus intelligent en termes de fonctionnement. Et donc on a rapproché tout ça. On fait nos commandes ensemble. On a fusionné des services, un seul service juridique, un seul service financier, un seul service informatique. Et en faisant ça sur une petite commune, c'est 20 000 habitants, on a dégagé en 3 ans 3 millions d'euros de capacité d'investissement. Vous multipliez ça par les 35 000 communes de France. Vous ne croyez pas qu'il y a un peu d'économie à faire ? Vous vous déplacez au site de la région. Il faut pas ça. nous qu'il faut Parce que, convaincre. oui, parce que Denis, il a un autre exemple, il pourrait vous le donner. Il y a des endroits intelligents, il y en a d'autres qui Denis, n'ont il y a pas d'autres été, exemples, par contre. Ouais, moi, je suis On revient- convaincu qu'il faut, à un moment donné, raisonner comme ça. Mais Mais c'est pas le cas partout. Non, c'est pas le cas partout. Et donc, moi, je suis même très abrupt. Je pense qu'il faut qu'il y ait des possibilités et même des fusions de communes qui soient beaucoup plus énergiques. Là, le système dans lequel on est, où vous vous retrouvez avec la même salle polyvalente à 2 km de distance chacune. Ah, mais c'est énorme. Ces salles polyvalentes, là, il y a ça coûte des à chaque économies fois à des faire pour fortunes. le coup. Bien sûr. Parce que tous ces échelons-là, est-ce qu'ils sont vraiment tous Mais je obligatoires ? vais même, pardonnez-moi, je vais aller jusqu'au bout de ce que je pense et de ce qui est allez-y. ma philosophie personnelle. Je pense que la région, c'est un échelon qui est un échelon inutile. C'est un échelon qui coûte très cher aux Français. C'est un échelon où on a mis des roitelets locaux qui sont à la tête et qui font de la vraie gabegie avec de la dépense de fonctionnement surréaliste. Et personnellement, moi, je suis adepte d'un système dans lequel il y a l'État républicain qui s'assure qu'il y a l'aménagement du territoire, qui vient en aide aux régions qui en ont besoin, comme la Lorraine ou comme l'Auvergne, Donc vous et qui dites aux assure qu'il y ait une régions. équité Ouais. territoriale. Ouais. Et ensuite, c'est l'échelon de la démocratie communale. Et comme ça permet d'éviter toute cette gabegie d'argent qu'on a entre-temps Et avec donc tous vous, ces vous échelons supprimez à locaux. la fois les départements et les régions ? Bon, les départements, ça peut encore avoir du sens, mais commençons par les régions. Déjà, cette gabegie sur les régions est surréaliste. Mais on nous dit au contraire qu'on a des régions qui ne sont pas assez, quand on compare avec ce qui se passe en Allemagne, enfin, où il n'y a pas assez de pouvoir et de poids régional et local. Sauf que la Vous France partagez n'est pas ça l'Allemagne. Et moi, je ne suis pas sûr que la gestion de la France arrive à se faire sur un mode décentralisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça tourne tout de suite à l'affrontement entre le pouvoir national et les pouvoirs locaux. Mais Et chacun se tape C'est dessus. une raison suffisante pour recentraliser le tout, pour faire un État. Je pense que est-ce que la totalement France jacobin la possibilité et le luxe de se payer autant de régions, autant d'échelons de collectivités locales ? Je ne pense pas. Ah oui, mais En tout cas, plus aujourd'hui. Non, plus aujourd'hui. Il y a autre chose qui va faire un peu de bruit, je pense. J'ai lu dans Valeurs Actuelles, ça a dû être fait il y a quelques jours. Vous dites il n'y a pas meilleur moyen de faire gagner les extrémismes que de demander à un peuple de renoncer à ses traditions et à son histoire. Et la France est un pays de tradition, de racines et de civilisation chrétienne. Je n'ai jamais compris qu'on renonce à l'inscrire dans le traité constitutionnel européen en 2005. Vous pouvez nous détailler un peu ? Je vais vous raconter comment est-ce que j'ai eu cette réflexion. Je reçois comme ministre des Affaires européennes un agenda qui doit être envoyé à tous les étudiants. J'ouvre cet agenda parce que je suis de tempérament curieux et j'apprends plein de choses. Les dates de fêtes shintoïstes, bouddhistes, zen, musulmanes, etc. Je le referme, je me dis, tiens, il y a quand même quelque chose de bizarre. Je réouvre, à Noël, rien.
À Pâques, rien. À la Toussaint, rien. Donc déjà, il y avait un premier choix étrange qui était de mettre des fêtes religieuses. On peut en discuter, ils avaient décidé de le faire. Mais en mettant les fêtes religieuses, on mettait les fêtes religieuses de toutes les religions, sauf de la religion chrétienne. Et le raisonnement derrière, c'était quoi? En gros, pour choquer personne, nous, on retire notre identité. On n'assume pas qui on est, on n'assume pas notre histoire. Je pense que vous ne permettez pas à un pays de lutter contre les extrémismes et de défendre la tolérance si les Français ont le sentiment que pour accueillir les autres, ils doivent nier leur propre identité. Et c'est là où est pour moi l'erreur essentielle. La France doit assumer ce qu'est son histoire, ses valeurs, sa littérature, sa tradition, son mode de fonctionnement. Mais sur un mode qui est ouvert. Tout le monde est le bienvenu à une condition. On vient pour assimiler ces traditions, on ne vient pas pour demander à ces traditions de changer. Et c'est d'ailleurs, surtout ici, où vous êtes un territoire où il y a eu des vagues d'immigration. Si vous reprenez les vagues d'immigration qui étaient les vagues d'immigration polonaises, celles qui étaient les vagues d'immigration italiennes ou espagnoles, ou même les vagues d'immigration maghrébines, mais sur la première génération. C'était des gens qui, quand ils venaient, avaient à cœur, au fond, de faire en sorte que leurs enfants deviennent plus français que les Français, d'assimiler totalement cette tradition. Sauf que nous, on a le sentiment que maintenant, on en a honte. On a honte de nos traditions et de nos valeurs. Et que du coup, on offre finalement plus de modèles. On n'est plus stable sur nos valeurs et ce qu'on propose. C'est une belle société, la société française. C'est les valeurs des droits de l'homme, c'est les valeurs des Lumières, c'est cette tradition de la religion chrétienne. C'est quand même. C'est surtout une république laïque. Et c'est une république laïque. Mais une république c'est ça laïque. qu'il faut mettre en avant. Mais une république laïque, c'est pas les valeurs religieuses quelles qu'elles soient. Moi, je suis républicain et laïque. Alors, c'est un vrai débat qui est intéressant. Mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, et notamment sur la commission sur le voile. Oui, c'est une république laïque. Mais c'est une république laïque qui n'est pas une république sans histoire. Et la laïcité. Mais elle est laïque. Bien sûr, mais la laïcité n'est pas la négation de l'histoire. C'est-à-dire, ce que moi je dis, c'est toute notre histoire est structurée par une tradition chrétienne. Le choix qui est fait ensuite de la République, principalement, on peut en discuter, hein, mais le choix de la République ensuite. Parce que nos ancêtres, les Gaulois, ils avaient des druides. Oui, bien sûr. Alors, on peut revenir. Discuter. Mais disons qu'en tout cas, Obélix, c'est fait. Hein. C'est indépendamment du film Astérix et Obélix, on peut considérer que toute une partie de notre histoire et de notre littérature est empreinte de cette tradition-là. On y a ajouté un cadre laïque, auquel je suis extrêmement attaché, qui est un cadre de laïcité qui permet à toutes les religions de trouver leur place, à une condition. Chacune fait l'effort de s'adapter à cette laïcité. Ça a été un combat. Ça a été un combat à la fin du 19e et au début du 20e, au fond, de faire rentrer la religion catholique et les religions chrétiennes dans le cadre laïque. Il faut aussi que l'islam fasse ce même travail, de réfléchir dans son cadre religieux, qu'est-ce qui doit s'adapter par rapport à la laïcité. Et je crois que cette question-là, on n'a pas eu le courage de la poser. Mais vous pensez vraiment que sa place, c'était dans ce préambule de la Constitution européenne ? Prenez vos billets. Vous prenez les billets d'euros. Vous avez regardé ? Il n'y a pas une figure. Il n'y a rien. Il y a juste des ponts. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. On a peur de mettre Victor Hugo. On a peur de mettre Goethe. On a peur de mettre Montesquieu. C'est-à-dire qu'au fond, on offre une Europe qui n'a pas d'âme, pas de visage, pour choquer personne. Mais moi, ce n'est pas ma conception des choses. L'Europe, ça a une tradition, ça a des figures, ça a des racines. On assume ces racines, mais on les propose de façon ouverte à tout le monde. Justement, ça, c'est ma conviction. Vous vous êtes beaucoup occupé de l'Union européenne. Vous avez été, à un moment donné, en charge de ce portefeuille au sein du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'Union européenne aujourd'hui ? Et relié à ma question, vous disiez tout à l'heure, il y a un sommet Asie-Europe en ce moment où la première chose qu'on a dit, c'est surtout pas de protectionnisme en Europe. Moi, j'ai exactement la démarche inverse. Moi, c'est surtout du protectionnisme en Europe. L'état de l'Europe est très préoccupant. Moi, je suis foncièrement pro-européen. Sauf qu'en découvrant le fonctionnement de l'Europe comme ministre des Affaires européennes, vous ne pouvez pas revenir sans ouvrir les yeux, c'est pas possible. Le fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui de l'Europe est préoccupant. Il est préoccupant au fond, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de cohérence. Quand vous avez dans un même équipage, France et Allemagne, l'Angleterre, qui n'a aucune envie que l'Europe avance ni progresse. La vision de l'Angleterre, c'est on fait une zone de libre-échange dans laquelle nous, on prend ce qui nous intéresse et on empêche les autres d'avancer. Pays d'Europe centrale, qui n'ont absolument pas la même vision que nous, pas le même rythme, pas la même évolution économique, vous mettez tout ça ensemble, ça aboutit au plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire aucune décision, aucune force de frappe, et on n'avance pas assez vite. Ça, c'est pour moi la première erreur. La deuxième erreur, c'est une erreur politique. Il y a 20 ans, préférence communautaire, c'était pas un gros mot. On assumait de dire que la priorité, c'était nos produits, c'était de faire en sorte que notre marché serve à nos emplois.
Maintenant, on a laissé s'implanter de façon totalement absurde une idéologie de libre-échange totale dans laquelle on considère qu'on rentre chez nous sur le marché européen comme dans un moulin. C'est-à-dire les portes, les fenêtres, tout est ouvert. L'entreprise indienne peut racheter une entreprise chez nous, piller tous les secrets, repartir chez eux. Quand vous allez en Inde, quand vous allez en Chine, on vous impose une joint venture, vous êtes obligé de vous lier avec une entreprise chinoise ou indienne, ils observent comment vous faites, 3 ans après ils vous mettent dehors et ils vous revendent les produits que vous faisiez, que vous produisiez avant. Essayez d'aller vendre des pneus au Japon. Au Japon, il y a l'entreprise Bridgestone. Les pneus Michelin, je connais bien, c'est une entreprise auvergnate. Impossible de vendre des pneus Michelin au Japon parce que le marché est protégé. Chez nous, c'est, là encore, vous rentrez comme vous voulez. Et puis enfin, vous allez dans nos ports. Il y a beaucoup moins de contrôles pour vérifier ce qui arrive dans les containers dans les ports que tous les contrôles avec lesquels on harcèle nos entreprises, nos PME, nos artisans et nos commerçants. Donc il y a un moment, mais c'est un tabou, y compris encore dans ma famille politique, où moi j'assume de dire le protectionnisme européen, c'est pas un gros mot. Réserver nos marchés publics à nos entreprises, c'est pas un gros mot. Essayer de faire en sorte de garder nos emplois chez nous plutôt que de les offrir sur un plateau à nos concurrents étrangers, c'est pas un gros mot. Et encore une fois, le libre-échange n'existe que dans les discours théoriques. Les États-Unis, soi-disant grande patrie du libéralisme, très habiles pour protéger leur marché intérieur. Le Brésil, grande nation conquérante, vous ne mettez pas les pieds au Brésil si vous ne faites pas une filiale au Brésil avec un dirigeant brésilien et la localisation des impôts au Brésil. Donc arrêtons d'être naïfs, l'Europe, ça se protège. Comment on construit ça maintenant? Alors comment on fait? D'abord, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il faut revoir le périmètre européen. Et ça suppose, pour passer le pas d'après, de mettre de côté un certain nombre de pays. Donc on garde le grand club sympathique dans lequel on discute, mais on fait un noyau dur, cohérent, dans lequel on met la France, le Benelux, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, pour quand même équilibrer un peu les choses. Et là, on avance ensemble en étant plus cohérents, rapprochant nos politiques budgétaires, nos politiques fiscales, en faisant vraiment quelque chose ensemble. Et la deuxième chose, on change l'approche de la Direction générale de la concurrence. Et on utilise toutes les marges de manœuvre. Rien ne nous oblige à offrir nos marchés publics à 100% à la concurrence étrangère. L'Europe permet de mettre des clauses, mais on ne les utilise pas. Rien ne nous oblige à ne mettre aucun douanier dans les ports pour contrôler ce qui se passe. Donc mettons des douaniers pour mieux contrôler ce qui se passe dans les ports. Là, il faut mettre des effectifs. Sauf que si moi je me souviens bien, au moment des objectifs de Lisbonne, il y avait la grande théorie fumeuse qui était « nous serons la plus grande économie du monde avec un marché unique de 500 millions ». Nous ferons des projets de recherche et de développement, nous fabriquerons ailleurs et nous consommerons ce qui reviendra fabriqué par les autres. Sauf que ça n'a pas marché. Alors, le marché à 500 millions, très bonne idée. Essayer de faire de la recherche et du développement, très bonne idée. Mais l'erreur de fond, c'est que si vous produisez ailleurs, à terme, votre recherche et votre développement, il part ailleurs. C'est une évidence. Et d'ailleurs, reprenez juste 2 secondes le film. Il y a 30 ans, les Chinois nous faisaient bien rire, ils nous vendaient des t-shirts bas de gamme, on se disait oh les pauvres, c'est très bien, on achète des t-shirts bas de gamme et nous on leur vend nos téléviseurs et nos ordinateurs. Aujourd'hui, qui est-ce qui nous vend? Perfit l'avait vu dans son bouquin. Bien sûr. C'était juste, il fallait juste le lire, quoi. Bien sûr. Perfit avait très bien dit, quand la Chine s'éveillera, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Aujourd'hui, c'est eux qui nous vendent le matériel perfectionné. Donc c'est là où il faut un sursaut. Il faut un sursaut de lucidité. Mais c'est un thème sur lequel je ne lâcherai pas. De la même manière que sur cette différence entre le social et l'assistanat, je suis convaincu qu'on doit inverser la donne et inverser l'approche. On ne peut pas continuer avec cette vision d'un marché européen où la notion de préférence communautaire est devenue un tabou. Quand vous dites « je ne lâcherai pas », est-ce que François Fillon est sur des thèmes comme ça, sur la même longueur d'onde que vous? Est-ce que vous avez l'impression que votre famille et ensuite cette nouvelle union du centre, enfin tout ce qui se met en place, est-ce que ces personnes-là sont décidées à partir dans cette direction? François Fillon très clairement assume de parler d'une forteresse européenne. Forteresse, ça veut dire qu'on se défend. Donc il est le premier à dire attention, ne continuons pas comme ça va trop loin. Et il est le premier à dire il faut de la réciprocité. En gros, si moi je peux aller chez vous, ça va, mais si jamais vous êtes le seul à pouvoir vendre vos produits chez moi, ça va pas. Je vais prendre encore un exemple simple. Nous, on fait un marché public pour mettre du photovoltaïque. Les entreprises chinoises peuvent venir. On est même obligé de leur offrir nos marchés publics. Eux, ils font un parc éolien. Vous ne vendez pas une éolienne européenne en Chine, leurs marchés publics nous sont fermés, interdits. Là, c'est un exemple typique, la réciprocité ne marche pas, il faut arrêter. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. Moi qui ai une dernière question. Non, moi je suis assez de cet avis-là aussi. À un moment donné, il faut
Il faut faire entendre les droits, sinon dans la mondialisation, l'Europe va rester un sous-continent. Deux micro-questions locales. L'une, on a parlé là de protectionnisme, de marchés mondiaux. On a un projet ici au nord de Metz, juste à côté de Thionville, à Illange, qui serait celui d'une espèce de grand centre d'affaires international. Europe-Chine. Est-ce que pour vous, j'allais dire, ce type de démarche, il faut y aller avec des pincettes ou à reculons, ou est-ce qu'il faut se lancer dans ce genre de choses? Je serais vous, je n'hésiterais pas une seconde. C'est-à-dire à l'échelle de votre région et à l'échelle de Metz, l'opportunité d'avoir la création de 3000 emplois, tout le travail qui s'est structuré autour, ne serait-ce que essayer, c'est une évidence. Sur une région qui a été aussi traumatisée, votre atout, c'est quoi? C'est d'utiliser les flux de circulation, cette proximité avec donc le Luxembourg ce réalisme des et les flux, artères. et ensuite arriver à mettre les précautions, parce qu'en même temps, comment vous mettez alors, votre le bémol que je dirais, protectionnisme? c'est que ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait, alors c'est que ce ne soit pas uniquement un pont en sens unique, il faut que nous, on ait le retour. C'est-à-dire qu'il faut que vous utilisiez ça pour faire en sorte que les PME de Lorraine, les PME européennes, les PME françaises puissent aussi en profiter pour elles aller de l'autre côté. Mais là, ce n'est pas une bataille qui est une bataille de Lorraine, c'est une bataille européenne. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe dise, très bien, très beau projet, vous êtes les bienvenus, mais la condition, c'est que la réciproque soit vraie. Et que votre marché nous soit aussi ouvert que l'est le nôtre. C'est ça la question toute simple. Et je trouve que ce projet Terra-Lorraine, c'est un très beau projet, évidemment, pour votre territoire. Et la question qui pose à l'Union européenne, mais ça c'est à l'Union européenne de bouger derrière, c'est de dire d'accord, mais moi je veux la réciproque. Et je veux aussi que mes PME à moi, mon business à moi, ils puissent aller vendre plus facilement en Chine. Et vous qui connaissez un peu le business, est-ce que vous pensez que les Chinois sont capables d'accepter ça? Je pense qu'il n'y a rien que les Chinois méprisent plus que des gens faibles et naïfs. Voilà. Et l'Europe jusque-là a été faible et naïve. C'est tout. Donc maintenant, soit on assume le rapport de force, on se bat, on se défend, soit on se laisse passer et l'histoire retiendra et regardera avec perplexité ce moment où l'Europe a offert tout son marché intérieur en étant incapable de se défendre. Merci Laurent Wauquiez d'avoir pris un peu de temps pour nous. On vous laisse rejoindre Anne Gromersch parce qu'il y a encore du boulot. Et Anne Gromersch sera bientôt notre invitée d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Pierre Gégère, le patron de la semaine, le rédacteur en chef de l'Essentiel, Denis Berche. Et nous on se donne rendez-vous forcément, oui, la semaine prochaine. Je suis en train de calculer quel jour nous étions. Oui, bien sûr, vendredi prochain. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Protectionnisme du calendrier. Merci.